fonctionnement interne de l'esprit humain. Pourquoi nous voyons le monde comme nous le voyons, ce qui nous motive et comment débloquer notre potentiel. Ce qui était fascinant, c'est à quel point la réalité appartient en réalité à notre cerveau. Par exemple, prenez le cube Necker. Oh, ouais, je les ai vus. C'est juste une image simple, non? Exactement, mais votre perception peut complètement basculer, montrant que ce que nous voyons n'est pas toujours une vérité objective. Alors notre cerveau prend des raccourcis pour donner un sens aux choses. C'est comme s'il créait constamment des hypothèses. Ouais. Et cela nous amène à nous demander dans quelle mesure nos expériences et nos préjugés influencent ce que nous percevons. Helmholtz, qui était très attaché à ce sujet, croyait en une approche descendante qui, nos connaissances antérieures, façonnent ce que nous voyons. C'est comme si notre cerveau disait « j'y suis, c'est fini ça, c'est à quoi s'attendre ». Alors, en marchant dans une rue sombre, notre cerveau pourrait interpréter une ombre comme quelque chose d'effrayant, car elle correspond au récit du danger. Exactement. Mais il y a aussi la théorie écologique de Gibson, selon laquelle notre environnement fournit souvent suffisamment d'informations pour la perception sans s'appuyer sur les connaissances passées. Donc tu n'as pas besoin d'avoir déjà vu une chaise pour savoir ce que sa forme vous dit. Droite. Donc les deux théories ont du mérite. Notre cerveau absorbe les informations sensorielles et les extrait de la mémoire pour donner un sens à tout cela, comme un exercice d'équilibre constant. Et c'est là que les schémas viennent dans des cadres mentaux construits à partir de nos expériences. Considérez-les comme des filtres façonnés la façon dont nous traitons les nouvelles informations. Alors, en entrant dans un nouveau restaurant, tu attends automatiquement à des tables, des chaises et des menus, même si vous n'y êtes jamais allé auparavant. Parce que le schéma de votre restaurant vous le dit. Mais n'oubliez pas que ces schémas peuvent être manipulés, comme ces expériences où les gens se souvenaient mal des choses en fonction de la façon dont les questions ont été formulées. Oh, c'est vrai, comme des questions suggestives qui influencent les récits de témoins oculaires. C'est effrayant de voir avec quelle facilité nos souvenirs peuvent être influencés. La mémoire n'est pas un enregistrement parfait. Pensez au témoignage de John Dean sur le Watergate, des souvenirs marquants, mais pas toujours précis. Montrez comment nous reconstruisons le passé en fonction de ce que nous savons ou croyons maintenant. Vous fait réaliser à quel point il est important d'être conscient de ces préjugés en nous-mêmes et chez les autres. Absolument, surtout dans le cadre juridique. En parlant d'influence, qu'en est-il du pouvoir des situations sociales? Après tout, nous n'existons pas dans le vide. C'est vrai. Et c'est là que la psychologie sociale entre en jeu, montrant comment les groupes influencent nos pensées et nos actions. Vous vous souvenez des expériences de conformité d'Ash? C'était fascinant de juger la longueur des lignes comme des tâches simples. Oui, les gens se sont conformés à la mauvaise réponse du groupe, même si c'était clairement faux. C'est incroyable combien de fois nous faisons cela sans nous en rendre compte. Et puis il y a l'expérience Milgram, controversée mais révélatrice du pouvoir de l'obéissance à l'autorité. Demander à quelqu'un d'administrer des décharges électriques simplement parce qu'un personnage d'autorité le leur a dit, c'est difficile à comprendre. Mais cela a montré à quel point nous sommes susceptibles d'être influencés, en particulier ceux qui occupent des postes de pouvoir. Cela soulève des questions sur le contrôle que nous avons réellement sur nos actions. Ça fait réfléchir, c'est sûr. Et si l'on considère le travail de Tashville sur les dynamiques intra-groupe et hors-groupe, c'est fascinant avec quelle facilité nous formons des mentalités nous contre eux. Très bien. Même fini quelque chose d'aussi trivial que de préférer un peintre à un autre. Alors, comment pouvons-nous surmonter ces préjugés enracinés, ces tendances? Comment apprendre à penser par soi-même? C'est là que comprendre comment nous apprenons est essentiel. Nous y reviendrons la prochaine fois, explorer tout
du conditionnement classique et opérant à l'apprentissage social et la règle des 10 000 heures. J'ai hâte de creuser plus profondément. Nous avons donc établi que notre cerveau est câblé pour apprendre. Mais quel contrôle avons-nous réellement sur cela? Certaines personnes semblent tout simplement comprendre, tandis que d'autres doivent s'entraîner pendant des heures. C'est vrai, la vieille nature contre-nourrir le débat. Ce texte plonge dans le concept de conditionnement, en commençant par Pavlov. Tu connais toute cette histoire de chien de Pavlov. Oh, ouais, sonne une cloche, les chiens salivent. Exactement. Cela a montré comment nous avons appris à associer un stimulus neutre, la cloche, avec une salivation de réponse spécifique. Mais nous ne réagissons pas seulement aux cloches et sifflent toute la journée. Alors comment cela s'applique-t-il aux humains? C'est plus subtil. Pensez à la publicité. Ils associent un produit, par exemple une voiture, à des images et de la musique positive, en espérant que vous associerez inconsciemment les deux. Ah, alors tu vois une voiture élégante, ici accrocheuse musique, et boum, tu veux soudainement cette voiture? Exactement. Mais le conditionnement classique est juste une pièce. Le conditionnement opérant va plus loin en se concentrant sur les conséquences de nos actes. Il s'agit donc d'apprendre des récompenses et des punitions, comme « fais quelque chose de bien, obtenez une récompense ». Précisément. B.F. Skinner a montré que les comportements suivis par les récompenses ont tendance à être répétés, alors que celles qui entraînent des conséquences négatives, eh bien, pas tellement. C'est logique. Votre salaire renforce vos habitudes de travail, ou ce sentiment d'accomplissement lorsque vous apprenez enfin une nouvelle compétence vous permet de continuer. Exactement, mais nous n'apprenons pas tout par essai et erreur. Nous apprenons aussi en observant les autres. C'est vrai, c'est comme regarder les autres et comprendre ce qu'ils font. C'est celui de Bandera Theory de l'apprentissage social. Vous vous souvenez de l'expérience de la poupée Bobo? Vaguement. Cela a montré comment les enfants apprennent par l'observation, en particulier des choses comme l'agressivité. Ils regardaient les adultes interagir de manière agressive avec une poupée. Et puis, eh bien, ils ont fait de même. Ah, alors c'est pourquoi il est important de faire attention à ce à quoi les enfants sont exposés. Vous fait réfléchir l'impact des médias. Absolument. Et cela nous amène à la règle des 10 000 heures. Vous le connaissez? Ouais, Malcolm Gladwell, c'est vrai. Pour maîtriser quelque chose, il faut 10 000 heures de pratique. Exactement. Cela semble simple, mais cela a suscité un débat sur le rôle de talent, d'opportunité et même de chance. Donc, se contenter d'y consacrer des heures n'est pas la solution. Image entière. Non, la pratique est vitale, mais le talent inné l'est aussi. Certaines personnes juste avoir du talent pour les choses, et puis il y a des opportunités. Tout le monde n'a pas accès à les mêmes ressources, mentors ou même le même temps. C'est vrai, même si tu es naturellement doué, vous n'aurez peut-être pas les moyens de le poursuivre. Exactement. Et cela nous amène à développement cognitif. Piaget a soutenu que les enfants passent par des étapes distinctes, passant d'une pensée concrète à une pensée abstraite à mesure qu'ils vieillissent. Alors comme un enfant en bas âge pourrait le faire, ne comprend pas l'équité, mais un adolescent peut comprendre ses dilemmes moraux. Exactement. Et un élément clé est de dépasser l'égocentrisme, l'incapacité de voir à partir du point de vue de quelqu'un d'autre. Perspective. Nous passons tous par là. Oh ouais, quand j'étais enfant, je pensais que tout le monde l'avait vu le monde exactement de la même manière que moi. Exactement. Et à mesure que nous mûrissons cognitivement, la pensée devient plus complexe, nous permettant de naviguer dans le monde de manière plus sophistiquée façon. La théorie des intelligences multiples de Gardner. Au lieu d'un seul type d'intelligence, il existe son multiple, comme les différentes manières d'être intelligent. Exactement. Le jardinier en a identifié 8, linguistique, logique, mathématique, spatial, musical, corporel, kinesthésique, interpersonnel et naturaliste.
nous les possédons tous à des degrés divers. Alors, tu pourrais être un terrible chanteur, mais un brillant architecte, précisément. Et nous ne pouvons pas oublier intelligence émotionnelle, QE, oh, UQ, être en phase avec les émotions. C'est important, droit. C'est crucial pour réussir dans tous les domaines de la vie. Et contrairement à certains aspects de l'intelligence, le Q peuvent être développés grâce à l'effort et à la pratique. C'est encourageant. Donc, mais qu'est-ce qui nous pousse à apprendre, grandir, réussir? C'est une question, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui nous motive? Eh bien, le texte approfondit cela. Une théorie est la hiérarchie des besoins de Maslow. Vous en avez déjà entendu parler? Vaguement. Cela me rappelle quelque chose. C'est comme une pyramide de besoins. À la base, vous avez les besoins de survie de base, la nourriture, l'eau, un abri. Puis cela passe à des choses comme la sécurité, l'appartenance, l'estime et enfin la réalisation de soi. Nous nous efforçons donc d'exploiter notre plein potentiel, mais nous avons besoin d'abord de cette base solide. Exactement. Mais ce n'est pas toujours linéaire. Quelques-uns donnent la priorité aux besoins de niveau supérieur, comme la créativité ou le but, même lorsque leurs besoins fondamentaux ne sont pas entièrement satisfaits. Comme des artistes qui se consacrent à leur passion, même si cela signifie avoir des difficultés financières. Exactement. Cela met en évidence l'interaction complexe des facteurs. Où le texte explore la psychologie du stress, du bien-être et de l'état d'esprit. Et nous allons... plongez-y la prochaine fois. D'accord. Nous avons donc couvert beaucoup de choses. Comment notre cerveau essaie de donner un sens à tout, à la façon dont nous apprenons et grandissons. Mais comment pouvons-nous réellement utiliser toutes ces connaissances pour prospérer? Surtout dans un monde qui peut sembler, joli accablant parfois. La question à $1 million, c'est vrai. Et ce texte entre dans il. Ça plonge dans le stress, le bien-être, tout ça, et ça commence par aborder un mythe commun. Oh, le mythe selon lequel le bonheur est une question de choses extérieures. Tu sais, comme gagner à la loterie ou quoi? C'est vrai, comme s'il s'agissait avant tout d'avoir la vie parfaite, la maison parfaite, tout ça. Exactement. Et même si ces choses pourraient apporter un coup de pouce temporaire, le texte met en avant des recherches montrant que le bonheur durable est plus complexe. Cela vient souvent de facteurs internes tels que notre état d'esprit, nos relations, trouver un but. Il ne s'agit donc pas de ce qui nous arrive, mais la façon dont nous y réagissons dépend exactement de la façon dont nous choisissons de voir les choses. Et c'est là que cet état d'esprit de croissance entre en jeu. Vous l'avez compris. Ouais, voir les défis comme des opportunités plutôt que des menaces, croire que nous pouvons apprendre et développer nos capacités ne sont pas réparées au lieu de « je suis terrible à ça ». C'est moi et je l'ai encore maîtrisé. Exactement. Et la recherche montre que cet état d'esprit conduit à plus de résilience, plus de persistance. Les personnes ayant une mentalité de croissance ont tendance à mieux réussir parce qu'elles relèvent les défis au lieu de fuir. Ça fait vraiment penser à ces fois vous avez abandonné quelque chose parce que vous pensiez que vous n'étiez tout simplement pas bon dans ce domaine. Et si nous avions cet état d'esprit de croissance à l'époque, c'est vrai, ça peut faire toute la différence. Il peut cependant être difficile de rester positif lorsque les choses deviennent difficiles. Quand ce stress commence à s'infiltrer, et alors, comment pouvons-nous gérer cela? Eh bien, le texte parle sur ce modèle PERMA pour comprendre le bien-être et le cultiver réellement. PERMA. Ok, explique-moi ça. Qu'est-ce que ça représente? C'est donc des émotions positives, l'engagement, les relations, le sens et l'accomplissement. Il s'agit donc d'avoir ces liens solides avec les autres, trouver des choses qui retiennent vraiment votre attention, avoir un but. Exactement. Il ne s'agit pas d'être heureux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il s'agit d'avoir une vie qui se sent, vous savez, riche dans tous ces différents domaines. Et la recherche suggère que se concentrer sur ces éléments permanents
aide à construire une vie plus résiliente et épanouissante, même quand les choses deviennent difficiles. Comme construire votre système immunitaire mental ou quelque chose du genre. Ouais, voilà. Mais qu'en est-il des moments où nous sommes déjà un peu coincés? Comme ces pensées négatives sont déjà là, que faisons-nous? C'est alors que quelque chose comme couler. Flow, comme suivre le courant. En quelque sorte, c'est ce sentiment d'être totalement absorbé par quelque chose que vous appréciez. Vous êtes tellement engagé que vous en perdez la trace du temps. Les athlètes appellent cela être dans la zone. Des musiciens qui trouvent le rythme. Et des études montrent que vivre régulièrement du flow vous rend plus créatif, plus productif et améliore simplement votre bien-être général. Il ne s'agit donc pas seulement de ressentir bien pour le moment. Cela a de vrais avantages. J'aime ça. Et nous pouvons en fait cultiver plus de fluidité dans nos vies en trouvant les activités qui nous mettent au défi de bonne manière, qui engagent nos compétences sans être totalement écrasantes. Peut-être n'importe quoi, jouer de la musique, peindre et même résoudre des problèmes difficiles au travail. C'est de trouver ce qui vous fait vous sentir, je ne sais pas, vivant et d'en faire davantage. Exactement. Ah waouh, nous avons parcouru tellement de terrain dans cette plongée profonde, de ces bizarres illusions d'optique sur la façon dont nous prenons des décisions, la façon dont nous apprenons, comment construire une vie meilleure, tout ça, ça fait beaucoup à accepter. C'est vraiment le cas. Mais c'est ça incroyable en psychologie, non? C'est ce voyage constant d'apprentissage sur nous-mêmes et comment fonctionne notre esprit. Et grâce à cette connaissance, nous pouvons faire des choix plus éclairés, droites? Absolument. Alors, à mesure que vous avancez, souvenez-vous de tout cela. Pensez à ces problèmes mentaux, les raccourcis pris par votre cerveau. Reconnaissez vos propres préjugés. Recherchez des opportunités pour croissance. Relevez ces défis. Oui. Et ne sous-estimez pas le pouvoir de la connexion. Parlez aux gens, établissez des relations solides, soutenez-vous les uns les autres. Parce qu'à la fin de la journée, ces connexions, ces expériences partagées, c'est ce qui rend la vie vraiment significative.